Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes chers étudiants de SMC 4, module probabilité statistique de la faculté des sciences d'El Jalida, bonjour. J'espère que vous avez passé une assez bonne période de confinement. Maintenant, j'espère que ça va être levé d'une manière définitive le plus tôt possible pour qu'on puisse reprendre notre vie normale. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire l'exposé du dernier chapitre qui concerne l'analyse des données ou la statistique multidimensionnelle. Comme vous le savez, on a vu un petit peu la statistique unidimensionnelle par le biais de unidimensionnelle et bidimensionnelle dans la statistique descriptive. Unidimensionnel, ça veut dire qu'on travaille sur une seule variable aléatoire. Bidimensionnel, quand on travaille sur deux pour essayer de regarder le lien entre les deux. Mais quand il y a plus que trois variables qu'on aimerait voir d'une manière simultanée, on passe à des méthodes qu'on appelle les méthodes d'analyse des données ou la statistique multidimensionnelle. Bon, l'analyse des données, c'est aussi un ensemble de méthodes statistiques qui permettent de regarder les grands tableaux de données. Leur importance a été accrue à cause de deux choses. D'abord, les développements mathématiques qui justifient un petit peu leur technique, qui justifient ces méthodes, et les développements au niveau calculatoire, à savoir les grands calculateurs, les grands ordinateurs qui peuvent faire les calculs parce que la méthodologie étant là, et ça fait appel à des notions d'algèbre linéaire. Donc ce sont des choses qui sont connues, avec des théorèmes et des choses qui sont avérées. Mais d'un point de vue calcul, ça ne pouvait pas se faire manuellement. La personne ne pouvait pas faire le calcul. Donc c'est l'avènement et les ordinateurs qui sont de plus en plus puissants qui permettent de donner cette importance à l'analyse des données. Le tableau de données objet d'étude, il est constitué en ligne par ce qu'on appelle les unités statistiques, les individus, et en colonne, les variables que nous sommes en train d'étudier d'une manière simultanée. La recherche, l'objectif des méthodes d'analyse des données, c'est la recherche d'une structure cachée dans le tableau que nous sommes en train d'étudier. Et ça veut dire, en termes d'unités statistiques, quelles sont les ressemblances ou bien les dissemblances qui existent entre les différents groupes d'individus. Et en termes de variables, quelles sont les liaisons entre celles-ci qui permettent d'avoir les ressemblances ou les dissemblances entre individus que nous avons constatées. La place de l'analyse des données par rapport à la statistique classique que nous avons vue, elle est due en fait, on peut la remarquer par rapport au modèle. Dans la statistique classique, les modèles sont fixés, les règles sont strictes et imposées avec des modèles probabilistes qui sont donnés a priori, alors qu'en analyse des données, il n'y a aucune contrainte. Aucune contrainte a priori, donc plus il y en a de données, meilleur c'est. Et d'ailleurs, je veux en profiter pour vous dire que le big data maintenant, le fait d'avoir un ensemble de données énorme, ça a redonné, et en plus des méthodes d'intelligence artificielle, l'utilisation des ordinateurs avec certaines formes d'algorithmes, ça a donné beaucoup plus d'importance maintenant à l'analyse des données, qui n'a plus le nom d'analyse des données, mais data science, la science des données, plutôt qu'une analyse des données. C'est pour vous dire à quel point maintenant il y a d'autres ouvertures pour les méthodes de statistique multidimensionnelle ou les méthodes d'analyse des données. L'une des questions qui se pose, c'est quelles sont les variables que l'on peut prendre pour faire l'étude statistique. Ça, c'est la personne qui fait l'étude qui doit savoir les choses qui les
qui l'intéresse pour pouvoir faire l'étude. Et puis, l'idée de base, c'est on peut toujours noter une variable de plus, mais il faut pas tomber dans cette boulimie. La boulimie, ça veut dire qu'on mange trop par rapport à ce qui peut être nécessaire. Le fait d'avoir beaucoup plus de données, ça ne veut pas dire que nous faisons une analyse des données qui est correcte. Donc, il faut que les variables retenues soient le plus homogènes possible et exhaustives. Ça veut dire qu'elles nous donnent de l'information d'une manière globale et assez intéressante pour pouvoir faire l'étude ultérieurement. Dans l'espoir, les facilités au niveau des comparaisons, ça doit être l'objectif de notre vie, de notre étude. Il faut qu'il y ait une certaine facilité pour pouvoir expliquer les ressemblances et les dissemblances entre les unités statistiques. Et pour satisfaire cette homogénéité au niveau des... Il faut que les variables soient homogènes parce que à force de prendre des variables qui sont dissemblables, on risque de faire des études un peu biaisées et donc décalées. Il faut que ça soit relativement homogène pour qu'on puisse travailler. Cette propriété, on peut la satisfaire par des transformations au niveau des variables. Je vais donner un petit peu des exemples un petit peu concernant cette homogénéisation au niveau des variables aléatoires. L'analyse des données d'un tableau type individu variable, c'est l'ensemble des méthodes qui permettent de répondre à deux objectifs principaux. C'est faire apparaître l'éventuel groupe de ressemblance entre les individus et puis mettre en évidence les éléments de ces ressemblances, comment les variables se combinent pour pouvoir donner cette variable. Il y a plusieurs méthodes qui peuvent répondre à ces questions-là. Tout dépend de la nature des variables aléatoires que nous sommes en train d'étudier. L'analyse en composante principale qui va être l'objectif principal en exposé, c'est elle qui permet de répondre. Et d'ailleurs, son modèle mathématique ou sa théorie mathématique, elle peut être transcrite pour les autres méthodes. Les autres dont je peux parler, c'est l'analyse des correspondances multiples, ACM. Ça, c'est sur des tableaux spécifiques. Hein. C'est des tableaux qu'on appelle disjonctifs total, à savoir que c'est des tableaux où il n'y a que des 0 et des 1. Donc, ce sont des variables. Les variables aléatoires sont des variables qualitatives qu'on essaye de décomposer par chacune par les caractéristiques qu'elles prennent au niveau des individus. Et puis, ça nous donne un grand tableau qu'on appelle le tableau disjonctif total, sur lequel on fait une ACP particulière avec des distances particulières, etc. Je vais revenir là-dessus. Quand je parlerai des distances de l'ACP, je parlerai des distances qu'on utilisera pour regarder les éléments de ce tableau-là. Et on peut les transcrire au niveau de nos autres méthodes. La classification automatique, les méthodes de classification automatique. Classification automatique, ça veut dire essayer de classifier les gens, de répartir les gens d'une manière automatique, telle que l'analyse discriminante. Ça, c'est une méthode qui est utilisée beaucoup par les banques, par exemple. Ils ont des données sur leurs clients, ça, ce sont les individus. Ils mesurent plusieurs variables, et puis ils ont une variable qualitative qui est, par exemple, hein, je peux continuer au niveau de l'explicitation, pour comment expliciter cet exemple. Nous avons des variables quantitatives que nous sommes en train de mesurer sur les individus, mais nous avons aussi une variable qui est qualitative. Ça, elle concerne la banque. C'est comment elle a, d'après son historique, classe les clients. Bons clients, clients moyens, mauvais clients, ou des choses comme ça. Hein. Donc une variable qualitative et plusieurs variables quantitatives. Enfin, l'idée de l'analyse discriminante, c'est d'essayer de trouver les distances, les relations à utiliser au niveau des variables aléatoires quantitatives pour pouvoir retrouver une répartition qui correspond exactement à la variable qualitative. Et donc, à partir de là, dès qu'il y a un nouveau client, à partir de mesures quantitatives qu'il a au niveau
les variables quantitatives considérées, on essaie de le classer avec le groupe qui lui est le plus proche. Et donc, automatiquement, le nouveau client, il va être classé comme étant un potentiel bon client, moyen client ou bien mauvais client. Ça, c'est le principe de l'analyse discriminante. L'analyse de tableau de dissimilarité, ça veut dire qu'on essaie de regarder un petit peu les dissimilarités entre individus et on essaie de les classer en fonction de ces données-là. Tout repose en fait sur la considération de la distance, de la manière avec laquelle on regarde les distances entre les individus. Et l'appréciation de ce que ça veut dire semblable ou n'est pas semblable. L'analyse factorielle de correspondance, l'AFC, c'est une autre méthode qui est généralement, dont on parle sur les cahiers, les livres statistiques, juste après l'ACP. Mais elle ne répond pas aux mêmes questions que l'ACP. L'analyse des correspondances, l'analyse factorielle des correspondances, nous avons une variable ligne qualitative qu'on peut considérer ligne et une variable qualitative que l'on considère comme colonne. Et on essaye de regarder les correspondances. C'est des techniques, c'est une technique qui essaie de regarder, qui compare les profils. Donc normalement, c'est pas la même, elle ne répond pas aux mêmes questions que l'ACP, mais on peut la voir si jamais vous avez l'habitude, si vous avez la possibilité de voir ça plus tard. C'est une technique qui correspond à une question assez précise. C'est est-ce que les individus, les lignes, ont des correspondances avec les colonnes. C'est ça l'objectif de base. Alors que l'autre, c'est quelles sont les ressemblances entre les lignes et comment se comportent les variables pour pouvoir donner ces ressemblances-là que l'on essaie de déceler au niveau d'une ACP. Et les deux méthodes n'ont pas le même objectif. L'objectif de mon exposé, ça va être essentiellement l'ACP, l'analyse en composante principale. L'ACP, c'est l'analyse en composante principale. Elle est spécialement indiquée pour les tableaux de données où les variables sont toutes quantitatives. Autrement dit, sur lesquelles la mesure de la moyenne et de l'écart type a un sens, ou de la variance. Maintenant, vous savez que quand je parle écart type variance, c'est exactement la même chose au niveau sens. Parce que la mesure que l'on calcule, c'est la variance, mais étant donné que l'unité de mesure, c'est le carré de celle de x, généralement, on préfère prendre la racine carrée, qui est l'écart type, pour en parler, parce que c'est une information qui est transmissible. On essaie de donner aux gens cette possibilité-là pour avoir une idée sur la dispersion ou la répartition de la variable aléatoire d'une manière résumée, avec une caractéristique de tendance centrale qui est la moyenne et une caractéristique de dispersion qui est l'écart type, donc la racine carrée de la variance. Nous allons prendre des notations. Nous allons noter R. R, c'est parce que c'est un logiciel que nous allons traiter qui s'appelle logiciel R, et donc généralement les statisticiens, pour rendre un petit peu pour remercier les personnes qui ont mis à disposition des gens un logiciel de traitement statistique global. C'est le logiciel R, c'est un logiciel hyper puissant qui fait de la statistique à tous les niveaux, avec plein de choses, et c'est un logiciel qui est gratuit, donc un free qui peut être téléchargeable d'internet. Il suffit de savoir comment introduire les commandes pour pouvoir faire le traitement que l'on veut. D'ailleurs, l'exemple que je vais traiter à la fin, il est dû à ce logiciel R. Donc je considère que R, c'est les statisticiens, les personnes qui font de la statistique, de l'analyse des données, pour rendre hommage aux personnes qui ont mis à disposition ce logiciel. Ils ont appelé, nous allons prendre la matrice des données de base que l'on va appeler R. Et donc, elle est constituée en ligne par des éléments que je vais noter R indice I. R indice I, avec l'indice en bas, c'est la ième ligne de mon tableau. Et R indice J, donc l'indice en haut, R à la puissance J si vous voulez, mais l'indice écrit en haut, c'est la ligne. Donc ligne, colonne. Parce qu'une matrice, c'est toujours ligne, colonne dans notre esprit, d'après les cours d'algèbre que vous avez vus, au niveau calcul matriciel. Et donc,
nous avons le tableau, la ligne, elle est repérée par les valeurs, l'individu I, il est repéré par les valeurs qu'il prend au niveau de toutes les variables, et une variable J, une colonne, elle est repérée par toutes les valeurs qu'elle prend au niveau des différents individus. Nous allons noter le G, G comme gravité, centre de gravité, le vecteur moyen, vecteur, parce que maintenant nous allons pour chaque variable mesurer les moyennes et considérer les moyennes pour les différentes variables qui sont les colonnes dans notre exemple. Donc J, c'est 1 sur n. Nous avons n individus, la somme des R et J, donc les valeurs, les différentes valeurs pour les différents individus de 1 jusqu'à n. C'est les moyennes que vous avez vues en statistique descriptive. Un individu donc est repéré par les p-valeurs. Donc les individus forment un nuage de points dans RP, parce que chaque individu admet P composantes. Et le point représentant G, c'est le centre de gravité. Je reprends un petit peu les choses. Le centre de gravité que l'on essaie de situer. La dispersion. Donc maintenant, nous avons un centre de gravité qui est le point G dans RP. Et les individus, ils sont autour de ce centre de gravité. Enfin, la dispersion de notre nuage de points, il est mesuré par la quantité, les distances, la somme pour les différents I, les différents J. Donc je prends toutes les combinaisons de deux individus quelconques et je calcule la distance au carré entre les deux. Et la distance entre le carré des deux, c'est la distance euclidienne. Donc la somme de K de 1 jusqu'à P, RIK moins RJK au carré. La distance euclidienne qui est la plus utilisée en mathématiques usuelle. C'est la mesure de distance usuelle que nous prenons. On appelle moment d'inertie, le moment d'inertie d'un nuage par rapport à un point A quelconque de RP, la quantité qui est la I indice A, c'est 1 sur n, la somme des distances au carré entre I et le point A. C'est le moment par rapport à un point quelconque de RP. Donc c'est 1 sur n, RIJ, RIK moins AK, la somme, etc. Donc vous avez vu bien que je mets I de 1 jusqu'à n et K. Pour ne pas... je vais garder le I et le J pour les individus. Parce que je vais parler de deux individus pour pouvoir calculer la dispersion du nuage. Et donc on montre, et ça c'est le théorème de Huygens, que la somme, la distance au carré entre deux individus, la somme sur I, la somme sur J de la distance au carré entre l'individu I et l'individu J, c'est 2n au carré IA moins la distance au carré entre A et G. Donc il suffit de faire intervenir le calcul. Vous introduisez le AK pour les deux et vous faites les calculs et vous verrez qu'à la fin nous retrouvons ce théorème-là, cette écriture-là. Et en particulier si on prend A comme étant le centre de gravité, donc la distance ici va devenir 0 et on aura la dispersion de notre nuage, c'est 2n au carré IJ. Maintenant on va revenir vers notre écriture avec le point G. Ça veut dire que le moment, on va le calculer par rapport au centre de gravité. Et donc, on va se mettre au centre de gravité pour pouvoir calculer notre nuage de points, la dispersion de notre nuage de points. Et ça, c'est ce qu'on appelle le centrage. Normalement, quand on se met, nous avons un nuage de points qui est quelconque au niveau de l'espace, mais quand on veut par rapport à un point particulier qui est G, ça veut dire que notre centre de gravité va devenir le centre de notre espace. C'est le centrage. C'est ce qu'on appelle le centrage. Donc, normalement, si vous écrivez, si vous vous rappelez la variance empirique, la variance avec 1 sur n, pas 1 sur n moins 1, celle-là on la garde pour la statistique inférentielle. Là, nous sommes en train de faire de la statistique tout court, la statistique descriptive si vous voulez. Donc, si on note SK, donc le 1 sur n somme de RIK moins GK au carré, donc la valeur moins la moyenne au carré, et je fais la somme et je divise par n.
Là, parce que je parle pour une variable k, nous remarquerons que ce nombre-là, c'est exactement la somme des SK au carré, la somme des variances. Donc l'inertie du nuage par rapport au centre de gravité, c'est exactement la somme des SK. D'un autre côté, une variable est caractérisée, donc je reviens un petit peu, maintenant nous avons vu que notre nuage de points, il est considéré comme étant un nuage dans RP. De la même manière, hein, nous avons une variable, elle est repérée par les n valeurs qu'elle prend. Donc les variables sont un nuage de points dans Rn. La première transformation que l'on effectue sur le tableau, c'est le centrage. Donc le tableau R que nous avons, nous allons le centrer, ça veut dire pour chaque valeur, nous allons retrancher la moyenne pour nous mettre au niveau du centre de gravité comme étant un centre de vision, un centre de repérage, un point de repérage. Et d'ailleurs, c'est un exemple que je vous ai dit régulièrement par rapport à la moyenne, c'est que quand vous êtes loin, le nuage de points, vous le voyez comme une patate. Mais pour le voir correctement, il faut se mettre au milieu pour pouvoir le regarder d'une manière plus naturelle et savoir les meilleures choses possibles. C'est pareil que quand vous êtes loin dans une rue et que vous avez un attroupement de personnes, qu'est-ce qui se passe au niveau avec avec le tajmoua, il faut se mettre un petit peu au milieu pour bien regarder tous les gens qui sont autour pour pouvoir en déduire les informations que vous voulez concernant cet attroupement de personnes. Ça, c'est très important. Le centrage. On essaie de se mettre au niveau de l'intérieur, au milieu pour pouvoir regarder les unités statistiques et explorer les données d'une manière correcte. Les données correctes. Donc, nous allons noter X, notre tableau centré. Donc, X, c'est R moins grand G, où grand G, c'est une matrice à n lignes, mais toutes égales. Toutes les lignes sont égales à G, au centre de gravité que nous avons calculé tout à l'heure. Donc là, nous avons n lignes qui se répètent avec les moyennes des différentes variables. Quand on fait la différence de deux matrices qui ont la même dimension, les éléments, c'est les différences x, i, j, RIK plutôt, RIK moins GK pour n'importe quel xi. Ça, c'est notre tableau, notre nouveau tableau, c'est un tableau centré. Donc, nous nous sommes installés au niveau du centre de gravité pour pouvoir mieux regarder notre tableau. D'un point de vue matriciel, la variance d'une variable, la kème variable, c'est le vecteur, la transposée, je l'ai écrit quelque part, je note A', la transposée. La transposée, c'est quand on a un vecteur, une matrice à n lignes, p colonne. La transposée, c'est une matrice qui a p lignes et n colonnes. Je la fais basculer par rapport à la diagonale principale. Donc, le vecteur ligne, multiplié par 1 sur n, la matrice identité d'ordre n, x à la puissance k. Donc, c'est un vecteur ligne. 1 sur n, l'identité, c'est la distance que nous avons considérée au niveau de notre espace de travail, qui est Rn, et puis je l'ai calculé par le même vecteur, mais qui est mis en colonne. Ligne colonne, c'est le produit scalaire que vous avez, hein, mais avec une distance qui est 1 sur n, qui est la distance que j'utilise sur Rn pour regarder mes variables. Si je prends deux vecteurs différents, la covariance, donc la variance, c'est le vecteur ligne, le kème vecteur pour la variance pour la kème variable, c'est le vecteur ligne pour la kème variable, multiplié par le vecteur colonne, qui est la kème variable, et que je mets 1 sur n. Normalement, quand on écrit matriciellement, la distance, on la met au milieu. C'est x' dx pour pouvoir calculer une certaine distance. Et là, la distance ici, c'est 1 sur n fois l'identité. Donc, un scalaire, quand on multiplie une matrice par un scalaire, le scalaire, je peux le mettre dès le départ, au début, hein, et puis on essaie de passer et de dire que je fais le produit scalaire entre deux vecteurs avec 1 sur n multiplié au départ. La covariance, c'est pareil.
c'est quand je prends deux variables différentes, xk et xl, sont traits. Quand je fais le produit scalaire xk prime, donc une variable je la mets en vecteur ligne et l'autre je la mets en vecteur colonne, ça c'est très important. Ça c'est le prime, c'est de la transposée, et là c'est la L-ième variable, la variable L. C'est la covariance entre les deux. Et donc finalement, nous retrouvons en notation matricielle, parce que là c'était pour des variables que j'ai considérées explicitement, mais quand je prends d'une manière matricielle, la transposée de x fois 1 sur n fois l'identité, 1 sur n fois l'identité, c'est la distance que j'essaie d'utiliser sur mon espace Rn. X, c'est 1 sur n, parce que là l'identité n'a pas d'influence, et le 1 sur n, comme c'est une constante, va sortir d'abord. Donc 1 sur n, transposé de x, x. C'est la matrice de variance-covariance. C'est cette matrice de variance-covariance qu'on va essayer de regarder, et nous trouvons, de la même manière, quand je regarde les individus dans leur espace RP, je peux considérer la variable W, la matrice W, qui est x transposé de x, qui est le produit scalaire entre deux unités dans leur espace de base. Les éléments WIJ, c'est quand on prend un petit peu les éléments de ces matrices-là, x est transposé de x, c'est exactement ces éléments-là qui vont donner la matrice des produits scalaires dans l'espace des individus. L'idée principale de l'ACP, c'est de refaire la représentation. Donc nous savons que nous avons un nuage de points, nous allons réessayer de revoir ce nuage, mais avec une nouvelle base, une nouvelle vision, un nouveau mode de regard, pour pouvoir mieux apprécier la dispersion des points autour du centre de gravité. Donc, il faut avoir le maximum d'informations avec un espace plus petit, parce que généralement, et là j'aimerais faire une petite remarque, le n est toujours plus grand que p. Nous avons plus d'individus que de variables. L'inverse aurait été mal vu, parce que si vous prenez des individus et que vous prenez trop de variables, il y aura forcément des dissemblances, et donc tous les individus seront différents. Alors que normalement, l'objectif de base, c'était de retrouver un petit peu des groupes de ressemblance entre les individus. Donc il vaut mieux avoir beaucoup plus d'individus que de variables. Donc le n est généralement plus grand que p, automatiquement. Sinon, il faut inverser la vision. Donc transposer la matrice et puis faire l'étude de l'ACP. Donc, en termes d'inertie expliquée, on essaie de regarder les nouveaux. C'est ça l'idée, puisque nous avons une certaine formule qui fait rappeler des choses de la statistique, de l'algèbre linéaire. Donc, du moment que nous avons que l'inertie du nuage, c'est la somme des SK, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est la trace de la matrice V. La trace, c'est la somme des éléments diagonaux d'une matrice. Donc la matrice V, qui est la matrice des variances, la trace, c'est exactement l'inertie du nuage. Donc nous allons essayer de diagonaliser cette matrice V, qui est d'ordre P, donc carré d'ordre P, parce que c'est P variable que nous avons, afin de regarder, afin d'avoir le maximum d'inertie expliqué avec une dimension plus petite. C'est ça l'objectif de l'ACP en fait. C'est une conséquence des résultats de l'algèbre linéaire. Et je pense que vous avez vu en algèbre 2 la diagonalisation des matrices, mais c'est ça l'objectif. Enfin, normalement, la trace de V, c'est quelque chose qui est indépendante de la base dans laquelle on travaille. Enfin, donc la trace de V, c'est la trace pour nous de 1 sur n transposé de x, x. Transposé de A fois B est égal à transposé de B fois A. Là, quand on commute les matrices, la trace reste la même. Donc la trace de V, notre matrice sur l'espace des individus qui est RP,
avec un coefficient qui est 1 sur n est la même chose que la trace de W qui est une matrice qui les produits scalaires, donc les distances au niveau de l'espace des variables. Donc Rn. Donc normalement, la trace de V est indépendante et elle est égale à la somme des valeurs propres. Donc les valeurs propres de la matrice des variance-covariance, ça va être exactement leur somme, c'est exactement la trace de V. Et le principe de diagonalisation, c'est celui qui permet d'aller de l'avant au niveau de l'ACP. Donc, généralement, j'ai dit que tout à l'heure, P est plus petit que N. Donc, normalement, soit on peut diagonaliser V, soit on peut diagonaliser W. Mais plus la dimension est petite, meilleur est le résultat. De toute façon, ils ont les mêmes valeurs propres. Et quand on écrit la matrice dans la nouvelle base, qui est la base des vecteurs propres, c'est une matrice qui est simple, qui est diagonale, et donc on peut regarder les choses d'une manière plus simple, simplement en regardant les directions qui sont orthogonales entre elles. Donc l'ACP consiste à prendre l'une des deux matrices, soit V, soit W. Généralement on prend V parce que le P est plus petit que N, et c'est mieux de travailler sur une plus petite dimension, parce que le résultat sera exactement le même, mais si vous donnez à un ordinateur des dimensions plus grandes, il prendra beaucoup plus de temps pour faire le calcul. Même si les ordinateurs maintenant, ils font les calculs en un clic. D'ailleurs, une fois que vous aurez, j'espère pour vous, c'est une question d'apprentissage des méthodes multidimensionnelles, si vous prenez le logiciel R et que vous faites des analyses multidimensionnelles, vous verrez que le temps que l'on passe à introduire les données est trop grand par rapport à la sortie des résultats. Une fois que vous avez correctement écrit votre matrice, dès que vous mettez la bonne commande, en cliquant sur Entrée, vous avez les résultats qui suivent. Et ça, c'est très important, et c'est pour ça que l'analyse des données a pris plus d'importance. Donc, on va essayer de regarder, diagonaliser la matrice V, et essayer de définir la nouvelle base, c'est la base des vecteurs propres, où nous avons un regard plus intéressant. Donc le V, généralement, est une matrice symétrique, qu'on suppose symétrique, définie positive. Ça veut dire quoi? Il suffit que les variables ne soient pas collinéaires. C'est pour ça que généralement, avant de faire l'étude globale, l'ACP, il vaut mieux jeter un coup d'œil. Il faut jeter un coup d'œil sur la matrice de base, avec les choses que nous avons. Et donc, automatiquement, la matrice a diagonalisé. Et si jamais il y a des variables qui sont collinéaires, ça veut dire que l'une s'écrit en fonction de l'autre. Et le coefficient de corrélation, ça va être égal à 1 entre elles. Et donc, c'est pas la peine. Si vous avez deux variables qui sont collinéaires, ça veut dire que vous avez l'information de l'une qui est automatiquement déduite de l'autre. Ce n'est pas la peine de prendre les deux, parce qu'ils donnent les mêmes informations avec la relation qui existe entre les deux, qui est linéaire. C'est pour ça que je vous rappelle que quand on parle de coefficient de corrélation, on dit corrélation linéaire. Ce coefficient-là, il ne faut pas qu'il soit égal à 1, parce que si c'est égal à 1, ça veut dire qu'une fois que j'ai une information sur l'une, l'autre information sont déduites par une relation qui est simple que je connais. Et on essaie d'éliminer cette collinéarité, c'est comme si on élimine la redondance d'informations. Quand on a deux variables qui sont collinéaires, l'information de l'une et l'information de l'autre qui sont déduites par une relation linéaire, c'est ce qu'on appelle une relation redondante. Redondante, ça veut dire نفس الخبار كيتعاودوا بطريقه اخرى ولكن نفس الخبار كيتعاودوا حيت انا كنعرف اذا كنت كنعرف لا ريلاسيون بين لي دو فاريابل الا عرفت وحده صافي كنعرف الاخرى ما كاينلاش نبقى نعاود الهضره عليها لان كتعطيني لا ميم انفورماسيون si j'applique la relation linéaire qui existe entre les deux. Et cette redondance, il faut l'éliminer. C'est ça l'objectif de l'étude préliminaire de votre tableau. Normalement, il vaut mieux réduire au maximum la dimension P. Il a qu'un deux variables collinéaires,
l'espace يقدر يرجع un espace de dimension moindre. غادي نقصوا une dimension لأن غادي نحيدوا une variable qui كتعطينا la même information qu'une autre. Donc c'est pas la peine de travailler sur l'espace RP en entier, il suffit de travailler sur RP-1 et ainsi de suite. Hein. Vous éliminez les variables qui redonnent la même information qu'une autre. Donc c'est pas la peine. إلا بقيتوا كتعمروا الطابلو ديالكم بشي حوايج اللي كيتعاودوا c'est mauvais d'un point de vue statistique et l'analyse des données aussi. D'ailleurs ردوا البال عارفه تكونوا مع شي واحد الا كنتوا كتعرفوا بلي جوج الناس كيقولوا لا ميم شوز بطريقه واحد كيقولها هو والاخر كيقولها بطريقه اخرى ولكن كيقولوا لا ميم شوز كتعرفوا بلي راه كاينه اون غولاسيون بيناتهم فالاول فاش كتسمعوا ليه الثاني ما كتبغوش تسمعوا ليه لان كتقول لي صافي عرفنا لان عرفتوا لا غولاسيون اللي كي اكزيست انتر لي دو دونك كتقول لي عاد كنت راه عارفين حيت هذا قال هذا السيد قالها ديجا واحد اخر هذه هي لا redondance. On élimine cette redondance en éliminant les variables qui sont collinaires entre elles et on n'en garde qu'une seule, la meilleure que l'on considère par rapport aux deux autres. Ça dépend de la vision que vous avez. Et donc la diagonalisation de V, ça consiste à trouver les valeurs propres qui sont positives parce que la matrice V est symétrique positive. On démontre, hein, ça se démontre. Et donc on peut classer, on peut avoir les valeurs propres et on peut les classer par ordre décroissant. Donc normalement, l'ACP, on essaie de chercher les valeurs propres et on les classe par ordre décroissant de la première lambda 1 jusqu'à la dernière lambda P qui est supérieure ou égale à 0. Hein, c'est une question de... donc les vecteurs propres PI qui sont normés à l'unité, ce sont les facteurs principaux. La décomposition spectrale. C'est un résultat aussi de l'algèbre linéaire. كيقول لك بلي الا عندك الماتريس ولقيتي لي فالور بروبر لي فيكتور بروبر ديالها ولي فالور بروبر ديالها كتقدر تعاود تكتبها. On peut réécrire notre matrice en fonction des valeurs propres et des vecteurs propres et qui sont normés à l'unité. Donc nous avons pris ici les vecteurs PI qui sont normés à l'unité. Donc la norme de PI qui est transposée de PP est égale à 1 à l'identité. Les vecteurs propres PI, c'est ce qu'on appelle les vecteurs principaux de l'ACP, les facteurs principaux. Ce qui serait bien, les PI ont la même norme qui est 1. Ce qui serait bien, c'est de revoir les vecteurs qui reflètent un petit peu l'importance de la valeur propre. Les valeurs propres, par ordre décroissant. Parce que nous les P1, P2, PP, normalement, ما كيبانش لينا حيت كلهم بحال بحال عندهم la même longueur. Alors que si on prend racine de lambda I fois PI, ce sont des vecteurs qui sont normés à la valeur propre. Donc, c'est un vecteur propre où on a la possibilité de montrer l'importance de la valeur propre. On a les valeurs propres classées par ordre décroissant. Donc, les vecteurs ZI, que j'ai noté racine de lambda IPI, les vecteurs, c'est ce qu'on appelle les axes principaux. Les axes principaux parce que il y a leur importance. La norme dialogue, il y a la norme au carré, il y a lambda I. Le ZI, norme de ZI au carré, c'est lambda I. Donc le taux dialogue qui dit l'importance de la valeur propre dialogue. Les vecteurs YI égale XPI. Donc quand je prends la matrice X, la matrice des données centrées, et que je la multiplie par PI, j'obtiens un nouveau vecteur, parce que là, c'est une matrice NP, ou là, c'est un vecteur P1. Donc, normalement, j'obtiens un vecteur qui a N composantes. C'est ce qu'on appelle les composantes principales. On a déjà l'appellation de la méthode Kamla. C'est ce qu'on veut analyser. Ce sont les composantes principales. Et quand je calcule leurs normes, transposé de YI, j'obtiens exactement n fois lambda I. Donc la variance, il a divisé par n, c'est la variance de ma nouvelle composante principale, donc la nouvelle variable aléatoire, l'écriture a dit, ça montre que le YI, ce sont des combinaisons linéaires de mes valeurs, de mes variables de base. Enfin, cette écriture-là, ça me permet de dire que ces nouvelles variables, elles sont normées à la variance. Leur variance est égale à... Elles sont normées à la valeur propre. Leur variance est égale exactement à la valeur propre. Donc,
Les composantes principales, il y a l'importance de l'homme, et la variance, il y a exactement la valeur propre associée. Les formules de transition. Transition, ça veut dire passer de l'une vers l'autre. Enfin, là, par un jeu mathématique, vous pouvez démontrer, hein, c'est très simple. Du moment que ZI est égal à racine de lambda I PI, donc PI est égal à 1 sur lambda I ZI. Enfin, je vais PI par 1 sur racine de lambda I PI. Le 1 sur racine de lambda I est un réel. Donc, puisque je divise par lambda I, ça veut dire que je ne prends que les valeurs propres qui sont non nulles. Je ne peux pas diviser par 0. Donc, automatiquement, les valeurs propres nulles, les valeurs propres qui sont non nulles. Et d'une manière, si je multiplie par le transposé de x, sachant que transposé de x zi est égal à lambda i zi, automatiquement avec le 1 sur n, j'obtiens 1 sur n racine de lambda i transposé de x fois yi. On appelle ça les formules de transition. Donc si on vous donne les valeurs propres, les axes principaux, ou soit les facteurs principaux, soit les axes principaux, mais je vais parler des axes principaux. Hein. Ceux qui ont leur importance, leur longueur au carré, c'est exactement la valeur propre. Les axes principaux, en multipliant par la matrice x centrée, vous obtenez les composantes principales. Et inversement, si vous avez les composantes principales, en multipliant le transposé de x, y, i, et en divisant par 1 sur n racine de lambda i, vous obtenez les axes principaux. Ça, c'est les relations entre les deux. Ça, c'est une question de calcul matriciel qui peuvent vous donner les unes en fonction des autres. La première formule est immédiate parce que nous avons cette écriture-là, et l'autre parce que nous avons une certaine formule au niveau d'écriture, hein, c'est très important. Remarque sur la diagonalisation de V, elle consiste à regarder le nuage de points, de variables, tel quel dans leur espace de représentation Rn. Les variables qui ont la plus grande dispersion vont être remarquées aux dépens de celles qui ont une petite variation. Donc on a une petite dispersion. Là, c'est très important. D'ailleurs, je vais le faire au niveau de l'exemple. Quand on veut faire une ACP, le premier réflexe, j'ai dit que c'est on regarde les variables. La deuxième chose, la matrice V, la diagonale d'Ira qui est les variances des différentes variables. Enfin, automatiquement, les variables qui ont une très grande dispersion influencent le regard. L'exemple que je donne aux étudiants généralement هو كنقول لهم من بعيد الا بانوا لكم الفيل وحده واحد الفار من بعيد ما غاديش يبان لكم الفار حيت لا ديسبيرسيون ديال الفيل كتجر لكم عينيك كتجر العينين الفار كاع ما كيبان لان الفيل عنده une très grande dispersion alors que le phare عنده une petite dispersion une petite on le voit moins. Enfin donc automatiquement فاش كنديروا لا سي بي de la matrice des variances covariance les variables qui ont une très grande dispersion, une très grande variance, qui gèrent le regard. Et donc, c'est elles qui influencent l'étude. Enfin, c'est pour ça que généralement, quand on veut, ça dépend, hein, si on veut regarder le tableau tel quel, comme il est, nous avons regardé la matrice des variances et les éléments diagonaux, ils sont relativement proches. Donc, homogénéité kaina. Par contre, il y a quand la variance trop dispersée par rapport les différentes variables par rapport aux autres, enfin, automatiquement, le regard va être biaisé, le regard va être complètement décalé. Normalement, le regard donc ça c'est très important. La recherche de l'homogénéité, ça se fait à ce niveau-là aussi. On regarde les écarts types des différentes variables. Il a qu'un qarbin qui dire l'étude de la matrice des variances covariances, donc la diagonalisation de V. Et il a qu'un qarbin, donc automatiquement la vision va être influencée par la dispersion des différentes variables qui ont les plus grandes variances. Fa kan nqul bli ghadi ndire une autre transformation, c'est la transformation de l'écart type غادي نردهم كلهم عندهم la même variance. Donc غادي نعطيهم la même importance. حيت normalement فاش كندير le tableau de base ديالي الاول بالنسبه ليا les variables عندهم la même importance.
هذاك الشيء حسبتهم لان سينو كون كانت عندي واحد الفكره باللي راه لي فاريابل مخالفين غادي ناخذ دوك اللي كيهموني اللي كنعتبرهم اللي مهمين بارابور aux autres. Mais quand je fais des mesures plusieurs mesures sur des individus, بالنسبه ليا les mesures que je suis en train de regarder, elles ont tous la même importance. Et donc automatiquement فاش كندير l'étude ديالي وكنشوف les variances pour les différentes variables, si la variation est trop la différence entre les variances est trop importante, il faut que je fasse la deuxième transformation qui est la réduction statistique que nous avons vu, x moins mu sur sigma. C'est une nouvelle variable qui admet exactement, donc pour les différentes variables, elles vont avoir toutes la même variance 1. Et donc, elles vont avoir la même importance, la même dispersion qui est 1. Et dans ce cas-là, la matrice V, d'abord la même notation, V pour les deux notations, mais si je fais la réduction, d'ailleurs le programme DLR, il vous propose l'une de deux. Soit il vous dit, vous voulez diagonaliser V, qui est l'idée de base, hein, c'est ce que nous avons vu hein, quand on a présenté la CP. Si vous voulez la faire, c'est votre choix. Sinon, vous dites, je veux qu'il y ait la même variance pour les différentes variables. Il vous pose ce choix-là. Il y a même des logiciels qui donnent 3. Soit le tableau tel quel, soit le tableau centré réduit, soit un autre tableau avec une autre manière de regard. Donc, pour les personnes qui ont une certaine vision spécifique. Normalement, le troisième choix, il faut expliciter la matrice qui permet de regarder les distances entre variables. Et donc, comment je dois regarder mes nuages de points, c'est avec une distance relativement compliquée. Il faut la donner, il faut l'expliquer. Il faut la justifier surtout. Il faut justifier une vision autre que la vision centrage qui est la première automatique et centrage réduction qui est celle de la deuxième. Ça veut dire que les variables, je vais les réduire pour avoir le même écart type pour tout le monde, la même variance pour tout le monde qui est 1. Je parle d'écart type parce que l'écart type c'est le plus important d'un point de vue communicationnel. Pour communiquer aux gens, on parle de la moyenne et de l'écart type. Donc l'écart type doit être égal à 1. Et cette matrice-là, V, c'est ce qu'on appelle la matrice des corrélations. Sur la diagonale, vous n'avez que des 1. Parce que la covariance d'une variable avec elle-même, c'est égal à la variance et divisé par la racine des produits des écarts types, qui est le même, donc c'est divisé par la variance, ça vous donne 1. Donc la diagonale, vous n'avez que de 1, et la trace de P va être égale à 1. La trace de P, c'est la somme de 1 jusqu'à 1 P fois, donc ça va nous donner P. C'est l'inertie. Nous avons vu que l'inertie du nuage, c'est exactement la trace de V, qui est égale à P dans ce cas-là, dans le cas où nous travaillons sur les variables, la matrice des corrélations. Voilà, comme la meilleure façon de voir un nuage de points, c'est de faire des... حنا ما نقدروش نشوفوه الا en dimension 3. L'espace اللي كنشوفوه c'est x, y, z. Malheureusement, au niveau ordinateur, il y en a maintenant. Il y a des logiciels qui permettent de la visualisation en dimension 3. Donc, si vous avez ce logiciel-là, vous pouvez regarder dans un sous-espace de dimension 3. Mais généralement, les personnes au début, ils n'avaient que la possibilité de projection sur une feuille. Parce qu'une feuille, on voit bien les choses, mais c'est des projections. Donc, la meilleure des façons, c'est de voir des espaces de dimension 2 avec le maximum d'informations que l'on peut tirer. Nous avons dit que chaque axe apporte une information qui est, puisque nous avons vu que l'importance du vecteur propre, c'est exactement le lambda i, et nous avons classé les valeurs propres par ordre décroissant, enfin, automatiquement, chaque espace, on va prendre les deux espaces qui ont, quand on regroupe les deux, donnerait la meilleure information possible. Donc les dimensions, les espaces de dimension 2, les représentations graphiques, et ça c'est généralement l'objectif d'une étude statistique, et je vous ai dit que normalement,
quand vous faites une étude statistique, généralement, vous commencez toujours par donner la représentation visuelle, le résumé visuel, parce que ça donne une impression vite fait, au lieu de regarder les chiffres. La représentation graphique, ça vous donne une information vite fait. Donc, c'est l'objectif en fait, généralement des statistiques que l'on vous donne. Et à côté, on vous donne les caractéristiques pour pouvoir quantifier les informations que vous avez reçues au niveau de votre graphique. Ici, c'est multidimensionnel, donc c'est des dimensions RP. J'ai dit que je travaille sur la dimension RP, la plus petite, ou bien la RN, qui est un peu plus grande. Mais je vais essayer de regarder sur des dimensions de plus petites, des espaces de dimension 2. Ça veut dire que je vais faire des projections, mais sur des espaces, des plans générés par les vecteurs propres de plus grande importance. Voilà, les représentations graphiques, on va les faire par rapport à l'importance des valeurs propres. Nous allons faire pour les deux premières valeurs propres, lambda 1 et lambda 2, donc on prend les deux premières composantes principales ou les deux premiers axes principaux, le premier avec le troisième, et puis après le deuxième avec le troisième, etc., en fonction des informations que nous obtenons. En regardant l'exemple de tout à l'heure, vous allez voir que ça se fait vite fait, hein, c'est vite fait. Sachant que les pourcentages d'inertie expliqués par chaque axe, c'est lambda i sur la somme des lambda j. Là, c'est très important, lambda i sur la somme des lambda j, sur la totalité. Donc, on prend les deux axes en fonction de la somme des deux. Donc, lambda i, lambda 1 plus lambda 2 divisé par la somme, ça sera le maximum par rapport à lambda 1 plus lambda 3 sur la somme, etc. Voilà. Les aides à l'interprétation. Quand nous avons les résultats d'une ACP, hein, il faut regarder qu'est-ce qui peut nous aider. Pour interpréter les résultats, on dispose de plusieurs critères. Il y a des critères globaux, globalement, et puis des critères individuels. Le critère global le plus important, c'est la somme des... Je vais m'arrêter à une dimension Q qui est plus petite que P. Normalement, la dimension P, ça me donne l'information globale. Nous avons vu que nous travaillons dans RP. Mais l'idée de l'ACP, c'est de prendre des dimensions plus petites. Nous aurons plus d'informations en gardant, nous aurons le maximum d'informations en gardant une dimension plus petite. Parce que plus la dimension est petite, meilleur est notre regard au niveau des tableaux de données. C'est normal, hein, quand vous avez un grand tableau et que par une technique mathématique, vous essayez d'avoir des dimensions plus petites pour avoir le maximum d'informations. Ça veut dire que vous amputez tout ce qui ne vous donne pas d'informations nécessaires. Vous ne gardez que ce qui est important par les premières composantes. Donc, nous avons la somme des lambda i pour 1 jusqu'à q. C'est pour ça que je dis, quand je prends un plan, c'est lambda 1 plus lambda 2, lambda 1 plus lambda 3, etc. Et en pratique, on parle dans ce cas-là, hein, c'est les pourcentages cumulés, parce que chaque composante explique lambda i sur la somme des lambda i fois 100%. Ça, c'est l'inertie expliquée par l'axe, mais quand je somme, j'ai l'inertie cumulée, la somme, le pourcentage cumulé d'inertie expliquée. Et la somme des lambda i carré sur la somme des lambda j, j'espère que je ne me suis pas trompé, c'est lambda j ici. Hein. Ça, c'est de 1 jusqu'à... De toute façon, c'est pas grave. Ici, c'est de 1 jusqu'à q, et ici, c'est de 1 jusqu'à p. Peu importe l'indice que j'ai écrit là, c'est pas un problème. Si je prends les lambda i au carré, ça c'est un résultat mathématique, c'est de l'algèbre linéaire, hein, c'est les résultats de l'algèbre linéaire. C'est comment je reconstitue ma matrice, rien qu'en prenant les Q axes. Au lieu de prendre les P axes qui me reconstituent toute la matrice V, nous avons vu que V est égal à la somme des Tx, etc. C'était la formule de la décomposition spectrale. Automatiquement, si je prends que Q composante, le pourcentage de reconstitution de V, il est donné par cette quantité-là. C'est comment je reconstruis ma matrice V à partir des Q axes que je considère. Les critères individuels. Il y a des critères individuels pour les variables et des critères individuels pour les individus. Pour les variables, on commence d'abord par celle-là parce que
normalement, si vous vous rappelez, j'ai dit au départ que les ressemblances entre individus vont être données en fonction des combinaisons entre les variables. Comment les variables se combinent, les combinaisons linéaires entre variables, qui permettent d'avoir la meilleure information au niveau des individus. Enfin, je vais commencer par les variables. Et donc, chaque variable, puisque les valeurs propres, les axes principaux, sont normés à la valeur propre, enfin, donc nous avons cette écriture-là. Enfin, automatiquement, si je prends la composante, la IM de composante, la JM composante au carré de l'axe principal ZI, divisé par lambda I, ça me donne la contribution absolue de ma variable, de l'axe principal, le IM axe principal. Le IM axe principal, ça me donne la JM variable. La JM variable à la construction de l'axe ZI. Donc normalement, je regarde les variables en fonction de leur apport pour reconstruire l'axe principal. Et ça, c'est très important. Hein. C'est ce qui permet un petit peu d'avoir la signification des axes principaux. حيت نورمالمون بحال شي واحد فاش كنبغيو نسمعوا شي حاجه نديروا شي حاجه ونقولوا الناس غادي يكونتريبيو نقولوا باغ اكزومبل بغاو يصوبوا جامع فاش كيجي شي واحد وكيخلص لا ماجوريتي ديال لي فري كنقولوا الجامع ديال فلان حيت هو اللي ساهم بزاف فيه. فهمتوا البرانسيب هذا هو البرانسيب ديال لا كونتريبيسيون ابسولو. Ça permet d'avoir une appellation pour les axes. Quand on regarde les variables aléatoires, celles qui ont la plus grande importance, c'est elles qui donnent la meilleure information au niveau de notre axe. Et c'est l'explication de notre axe principal. La décomposition spectrale, c'est comment reconstituer la variance d'une variable aléatoire ZJ, ZI. Voilà, c'est ça. Donc normalement, cette variable-là, cette variance, enfin, donc normalement, quand je divise par un terme de cette somme au carré par la variance totale, ça me donne la contribution relative. Ça veut dire comment a été reconstituée la variance à partir d'un élément qui est de la IM composante. L'axe I, le IM axe principal, comment il a contribué à reconstituer la variance de la JM variable. Quand on fait la matrice des variances covariances, des corrélations, pardon, les variances sont toutes égales à 1. Donc normalement, la contribution à relative, ça va devenir que le ZIJ au carré. Voilà. Et pour ce qui est des individus, c'est pareil, puisque les composantes principales sont normées avec leur variance est égale à lambda I. Enfin, la contribution absolue, c'est les YJ au carré sur n lambda J. C'est la contribution absolue de l'individu I à la variance, à la construction de la variable, de la composante principale YJ. Généralement, on ne le regarde pas. Normalement, on doit le regarder. Parce que ça peut déceler quels sont les individus qui sont les plus influents. Et généralement, l'individu il a reconstruit tout l'axe, et donc aucun intérêt à regarder les ressemblances parce qu'il a reconstruit la composante principale, c'est fini. هو بوحدو اللي يخدم بحال كتقولوا بلي عندكم ان جروب دو ترافاي وواحد اللي كيخدم بزاف هو اللي دار كل شيء الاخرين عا ساكتين فنورمالمون واحد الوقت كيقول ليه الاستاذ ولا كيقول ليه سميتو كيقول له اسكت انت خلينا نسمعوا الاخرين فهي هذه لا كونتريبيسيون جينيرالمون الا خديناها خاصنا نحيدوا لانديفيدو ونديروا ليتود de la matrice en enlevant هذاك l'élément qui a le plus contribué. Alors que ce n'est pas pareil pour les variables. Les variables, c'est bien, parce que ça nous permet d'avoir des appellations. Mais ici, pour les individus, non. L'objectif, c'était de regarder un petit peu les ressemblances entre individus. Enfin, il vaut mieux que les individus soient plus ou moins, ou ayant plus ou moins les mêmes contributions. Parce qu'il a une étude ou une influence d'un individu qu'on peut enlever et regarder les autres tels quels, et puis après rajouter celui-là comme un individu supplémentaire. Et ça, ce sont des techniques de l'analyse des données qui viennent après.
Mais بيني وبينكم هاد les contributions absolues ما كنشوفوهمش بزاف خصنا نشوفوهم normalement باش الا كانت l'étude mal faite نعاودوها avec en enlevant les individus qui sont trop extraordinaires par rapport aux autres. Mais bon, ça c'est une question de quand est-ce qu'on va s'arrêter. Si à chaque fois on trouve un individu qui est exceptionnel par rapport aux autres, à la fin on ne va pas retrouver notre tableau de départ. Et de la même manière, la décomposition spectrale de la matrice W, parce que nous avons dit qu'il y a une équivalence entre la diagonalisation de V et la diagonalisation de W, un élément, la norme de WIJ, le produit scalaire de l'individu avec le centre de gravité, ça me donne cette écriture-là. Et donc la contribution relative, c'est le YJ au carré sur la distance au carré. Donc la distance au carré, par rapport au centre de gravité, et puis après on regarde l'autre élément. Ça c'est une forme de... ça représente un cosinus carré. C'est comme le côté adjacent, qui est le côté YJ au carré, divisé par l'hypoténuse, la distance, le centre de gravité, il y a l'hypoténuse, et donc côté adjacent sur l'hypoténuse au carré, c'est un cosinus. Le côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est le cosinus, et là, comme c'est au carré, c'est un cosinus au carré. Donc nous essayons de regarder le cosinus carré, et donc forcément, si le cosinus carré est proche de 1, ça veut dire que l'angle est trop faible, et donc l'individu et la composante sur la même droite. Les autres aides à l'interprétation, les points supplémentaires, je vous ai dit tout à l'heure que quand il y a un individu qui a le plus contribué, donc extraordinaire, on essaie de l'enlever pour le mettre en individu supplémentaire. Individu supplémentaire, généralement, c'est pour aider à l'interprétation, parce que quand on a des individus qui sont des individus un peu étalons, qui permettent d'avoir une information معروفين باينين مزيانين بالنسبه لنا حنا كنحاولوا حتى نديروا l'étude عاد كنبروجيتيهم كنشوفوهم فين غادي يطيحوا pour expliquer un petit peu les ressemblances des individus, etc., etc. Ça peut être les points moyens concernant une variable aléatoire assez spéciale كتعاوننا باش نحاولوا نديروا un individu type ونشوفوا فين كيمشي باش نحاولوا expliquer les ressemblances entre individus, les groupes de ressemblances éventuelles des individus. Et on peut rajouter des points typiques pour aider. Les points typiques, c'est les moyens pour une certaine variable aléatoire. Représenter les modalités d'une variable aléatoire qualitative. Donc, on a une variable qualitative qui les gens par les modalités de cette variable. Quand on a pour chaque modalité la moyenne et essayer de projeter les individus qui en sont déduits, et on essaie de regarder par rapport à la représentation graphique globale. Je reprends ici éventuellement éliminer un individu qui a une très grande contribution absolue. Et après, j'ai mis le point d'exclamation parce que quand est-ce qu'on va s'arrêter, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Voilà. De la même façon, on peut considérer pour les variables aléatoires, oui, quelles sont les variables actives et projetées sur les axes principaux pour pouvoir. Elle peut aider à synthétiser un petit peu les axes principaux. Les remarques que l'on peut faire sur l'ACP, le modèle de l'ACP, il peut être amélioré en changeant la distance que nous avons prise, qui est 1 sur n identité. On peut prendre une autre. Le nombre d'axes à retenir, les logiciels de traitement, des fois ils le font d'une manière automatique. Ils prennent un nombre qui considèrent que c'est suffisant pour avoir l'information. Mais vous pouvez le faire. Vous pouvez le choisir. Vous pouvez dire je veux 3 ou 4 ou 5 axes au lieu d'avoir tous les axes principaux qui sortent dans le logiciel. Mais généralement, les techniques, ce sont des techniques, c'est la pratique.
فاش كنديروا لا براتيك بزاف كنعرفوا واش نقدروا ناخذوا عاد 90% ديال لانفورماسيون ولا 95 دونك ناخذوا les variables de telle sorte qu'on ait 95% de l'information globale ou bien on prend le nombre de variables qui expliquent au moins la variance d'une variable de base. Dans le tableau de l'OL, fait des variables de base qu'on appelle les variables à étudier. Enfin, normalement, quand on fait l'étude de l'ACP, donc on les vecteurs propres, donc des nouveaux axes, on essaie de prendre jusqu'à un axe qui donne au moins les variables de base. Là, quand un axe va dire une variable de base, c'est pas la peine. ما كاينلاش كاع نصدروا روسنا بلا diagonalisation باش يعطينا واحد l'axe, واحد une information qui est moindre qu'une variable de base qui est prise au départ. Ce sont des choses que j'essaie de vous montrer au niveau de l'interprétation. Maintenant, je vais faire l'exemple. L'exemple que... D'abord, je vais parler et normalement je dois et je suis dans l'obligation d'en parler parce que c'est la seule chose que demandent les personnes de le projet de R Project. Il manque... Oui, c'est ça, Project, je pense. Il me R Project, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai donné ici une adresse pour pouvoir télécharger ce logiciel. C'est un logiciel R. Normalement, toute personne qui l'utilise doit signaler qu'elle l'a utilisé. C'est un logiciel libre, donc il n'y a pas de licence, il n'y a rien. Donc, il n'y a aucune contrainte légale de point de vue droit. Il suffit de dire que j'ai utilisé le tableau, le logiciel R pour faire mon traitement statistique. Alors que généralement, quand on prend un logiciel qui a une licence, il a استعملتيه خاصك تخلصوا خاصك ما تجيبوش من ضرب غلف بيراتي وتستعملوه لان ديك الساعه كتخترق القانون و سي ريبريموندي بار لا لوا. مي هذا هي لا سول كونترانت. ار كيقول لك استعملوا كما بغيتيه ولكن فاش تستعملوا قول لهم راك استعملت لو برودوي ديالكم. Enfin, j'ai l'obligation de le faire, donc je le fais. Le jeu de données que j'ai pris, c'est un jeu de données que j'ai eu dans l'unité de biométrie de Montpellier, là où j'étais quand j'ai fait ma thèse. C'est un tableau de dimension 24-6, donc 24 lignes et 6 colonnes. Il est en ligne, ce sont 24 types de voitures. C'est dommage, je n'ai pas mis les données, mais bon, c'est un tableau, 24 lignes. Ce sont des modèles de voitures et 6 colonnes, c'est les caractéristiques que nous avons mesurées pour les différentes voitures, les différents types de voitures. Les caractéristiques, donc les variables que nous avons considérées, c'est la cylindrée, la puissance, la vitesse, le poids, la longueur et la largeur. Dans un premier temps, et là je vais le faire d'un point de vue pédagogique, je vais faire l'analyse de l'ACP, de la matrice des variances-covariances. Je vais vous donner l'exemple, mais normalement, vous allez voir que ce n'était pas utile de faire cette matrice, c'est l'ACP de cette matrice de variance-covariance, à cause de la variabilité d'une variable par rapport aux autres. Et après, je vais faire l'ACP de la matrice des corrélations. Enfin, voilà, la première étape, c'est regarder les données brutes. Normalement, le logiciel qui a la possibilité de visualiser les relations entre les variables. Enfin, normalement, au niveau de la diagonale, puisque la variable avec elle-même, ça va donner une droite, c'est la droite de la diagonale principale. Enfin, c'est pas la peine. Mais les autres sont intéressantes. Parce que le coefficient de corrélation linéaire, enfin, normalement, les valeurs qui sont ici, pour le coefficient de corrélation linéaire, il est relativement important par rapport aux autres. Les autres, c'est des points un petit peu éparpillés. Mais la droite, les points sont relativement alignés. Et quand ils sont relativement alignés, ça veut dire que le coefficient de corrélation linéaire est très fort. Il est proche de 1. Quand il est dans ce sens, c'est proche de 1. Et quand il est dans le sens descendant, c'est proche de moins 1. Mais en valeur absolue, il est proche de 1. هذا le regard, هذا الأول كيبان لك شكون هي la variable que tu peux enlever حيت
elle donne une information redondante. Et là, quand un alignement parfait des points, ça veut dire que la relation, la corrélation linéaire est proche de 1 en valeur absolue. Donc, ce n'est pas la peine de garder les deux variables aléatoires. Il y a une information qui est redondante, qui est répétée. Voilà, la deuxième étape de notre regard, c'est d'essayer de regarder les variables avec leur moyenne et leur écart type. Enfin, c'est une analyse préliminaire pour dire واش غادي نعزل la CP ديال la matrice des variances covariance ou la matrice des corrélations. هذا هو les deux choix que donne le logiciel de R, à savoir est-ce que vous prenez les données centrées seulement. Le centrage il est automatique. Mais est-ce que vous voulez soit centrer seulement, soit centrer réduire, c'est le deuxième choix. Donc, les écarts types, les moyennes, on s'en fout, parce que le centrage, ça n'a aucune importance. La moyenne, zéro. Je me suis installé au centre de gravité, qui est le nouveau point de repère, le centre de mon espace. Par contre, l'écart type, l'importance des variables aléatoires, chacune toute seule. On a 500 pour la cylindrée, 38 pour la puissance, 25 pour la vitesse, 230 pour le poids, 41 pour la longueur et 7 pour la largeur. Enfin, ça se voit que la variable cylindrée, il y a la variable qui a la plus grande dispersion. Le poids qui vient après. Et les autres sont moins de 41, avec même une hétérogénéité, parce que 41 jusqu'à 7, c'est trop de différence. Au vu des valeurs des écarts types, pour les différentes variables, la CP à faire doit être faite sur le tableau de centré réduit. Donc normalement, je dois faire la CP de la matrice des corrélations. Donc je dois rechercher les valeurs propres, les vecteurs propres et les valeurs propres d'abord parce que dans une étude d'algèbre linéaire, et les vecteurs propres associés via la matrice des corrélations. Mais pour des raisons pédagogiques, je me répète un petit peu, je vais faire d'abord le traitement sur la matrice des variances et vous verrez que c'était prévisible. Voilà, si je fais la CP sur la matrice des variances covariance, les valeurs propres sont par ordre, donc 326 197, etc. Les pourcentages expliqués, 97%, la première composante, le premier axe principal, il explique 97%. Le deuxième, 2,5. Et donc les deux expliquent 99,73. Donc normalement, le premier axe suffit pour avoir la plupart de l'information. Mais pour des raisons de projection, une projection avec le même, je peux le faire, avec le même axe, le premier, pour avoir une répartition alignée sur une ligne, sur une droite. Enfin, je vais toujours prendre 2, mais sachez que normalement, voilà, j'aimerais vous dire une chose. Ça, c'est une écriture que j'ai mise moi-même pour des raisons de. Je fais l'histogramme des valeurs propres. Il y a l'importance parce que généralement, le choix, il a qu'un coude, sauf au niveau du coude. Enfin, là, ça se voit que la première suffit largement. On peut s'arrêter à la première. Mais généralement, il y a imma en regardant le pourcentage cumulé, il y a imma en regardant quand est-ce qu'il y a une très grande différence entre une valeur propre et celle qui la suit. Généralement, quand on l'information, normalement, il a كانوا دوك اللي مزيانين خديناهم فما كنبقاوش نقلبوا على دوك اللي بعاد حيت كنقولوا راه بعاد بزاف سي با لا بين. هذا كتسمى la méthode du coude. On essaie de regarder, on peut s'arrêter à ce niveau-là. Le logiciel qui a l'histogramme, donc هذا il a قلبتوه exactement ce que j'ai écrit au niveau de mon tableau. Ici, vous voyez que la première suffit. C'est un petit qui est trop loin, donc il suffit que de prendre une seule variable. Mais généralement, puisque nous avons un plan, il vaut mieux prendre 2. Voilà. Quand on projette sur le premier, c'est un logiciel. Le logiciel, il fait ça. Donc, normalement, c'est un biplote. Biplote, ça veut dire qu'il a fait 2 projections.
il a fait la projection des individus dans leur espace qui est RP, et il a fait la projection des variables dans leur espace qui est Rn. Mais sur le même graphique. Et donc ça c'est très important. Le premier axe qui explique 97%, il est essentiellement expliqué par la variable cylindrée. Et puis un petit peu par le poids, mais les autres variables sont au centre. Donc le centre de gravité l'origine de leur espace, la cylindrée l'axe où le poids mais sachez que la vision marche équivalente. Quand je regarde comme ça, c'est 97%, et quand je regarde comme ça, c'est seulement 2,5%. Donc normalement, là, le plan, il m'explique 99,5%. C'est ce que nous avons vu au niveau de notre parce que ma brèche les chiffres avec deux chiffres après la virgule, j'ai écrit qu'avec un seul chiffre après la virgule. Normalement, il explique 97,73. Mais là, on a 97, on a 2,5%. Donc normalement, des lunettes, les horizontalement, ou verticalement, donc la même importance. C'est le l'analyse de données quand on fait des projections sur un plan. Maintenant, vous savez que quand on a vu, c'est prévisible, mais normalement, on a les voitures en fonction de leur cylindrée. Donc, on a la BMW 530 ou on Fiat Uno. Donc, la cylindrée de BMW 530 ou la cylindrée de Fiat Uno, ça nous apprend au niveau de ça. Au niveau du poids, la Nissan Van, c'est le van, avec le transport de van de Nissan, c'est un grand poids, mais sachez que ça ne donne que 2,5% de l'information. Donc c'est un regard relativement, atténué. Mais si je mets les valeurs les composantes des différents individus, donc la variable aléatoire, la composante principale, il accepte ça, ou la cylindrée, les modèles sont alignés, les mêmes valeurs au niveau des individus. Ça veut dire que la cylindrée suffit pour regarder notre nuage de points. Ce n'est pas la peine de regarder les autres variables, mais ça ne sert à rien. Donc, étant donné que les écarts types sont trop hétérogène, l'homogénéité au niveau des variables, et à force de mettre des choses dans un tableau, il a l'homogénéité, le regard ne sera pas bon, il y aura trop de choses qui peuvent influencer le regard. Nous allons prendre le deuxième choix concernant la transformation au niveau des données de base, au niveau du tableau de départ, à savoir centrer et réduire. J'ai dit que centrer, on le fait automatiquement, mais réduire, c'est pour avoir la même importance pour tous les autres. Donc ici, j'essaie de diagonaliser la matrice de corrélation. C'est une matrice où il n'y a que des 1 sur la diagonale, donc je sais que la trace est égale à P, la somme de 1, puisque j'ai P variable et j'ai que des 1 sur la diagonale, donc 1 plus 1, P fois, ça donne P. Enfin, automatiquement, les valeurs propres, c'est 4,66, 0,92, 0,24, etc. Enfin, si vous faites la somme de ces valeurs propres, vous allez obtenir 6. Faites-le si vous voulez pour vous entraîner, pour regarder. De toute façon, la somme des valeurs propres est égale à la trace. Ici, la première composante, le premier axe principal, il explique 77,6%, donc un peu plus que les 3 quarts. Le second, 15%. Donc les deux premiers, ils expliquent 92,85% de l'information globale. Donc si je fais une projection de mes individus sur le plan 1-2,
j'ai déjà 92,85% de l'information. Et puis après, ainsi de suite, jusqu'au dernier, quand je prends le 6, j'obtiens toute l'information globale qui est 100%. Enfin ici, vous avez vu l'histogramme que j'ai tracé. Vous avez là c'est un coude. Là, je descends relativement faiblement par rapport à celle-là. Donc, il suffit que je prenne 2 pour avoir une information suffisante. Et deuxièmement, on peut très bien aussi, hein, parce que ça, nous avons 6. Donc, normalement, on doit prendre tout ce qui est au moins 1. Parce qu'une variable admet pour écart type 1 sur la diagonale. Et je vous ai dit que tout à l'heure, que généralement, on essaie de prendre autant de composantes pour expliquer au moins la même chose que les autres, celle de base, les variables de base. Enfin, ici, normalement, je dois prendre tout ce qui est plus grand que 1, mais si je prends une seule, ça n'a pas beaucoup d'importance, je vais prendre 2. 92, c'est proche de 1, donc je peux la prendre. Celle-là, elle est trop loin par rapport à 1, qui est l'apport de la variable de base. Hein. Une variable de base, elle apporte 1. Le troisième axe principal, il apporte le quart de ce qu'apporte une variable de base. Donc généralement, les 2 premières suffisent. C'est un critère de choix, combien d'axes je dois prendre. Donc je prends 2, ça me donnera suffisamment d'importance. L'histogramme que donne le logiciel, c'est celui-là. L'autre, moi je l'ai mis personnellement pour pouvoir regarder sur le même tableau l'importance de l'axe et l'importance de la valeur propre, donc l'histogramme des valeurs propres. Donc ici, hein, nous voyons que j'ai fait au Béchir une certaine information. Et voilà, la représentation biplot. Biplot, ça veut dire les 2 représentations en même temps. Enfin, donc, normalement, les variables, elles sont reconsidérées dans une sphère de rayon 1, parce qu'ils ont la même importance 1, les variables sont dans une sphère, et quand je les projette, je le projette sur le disque unité. Donc ici, normalement, c'est comme si j'avais un disque unité, et j'ai les variables. Vous pouvez voir que toutes les variables travaillent dans le même sens, généralement, avec la cylindrée qui est au niveau de milieu, mais ils ont une certaine importance qui est relativement équivalente. Mais ça, il faut regarder un petit peu les sorties numériques du logiciel. Je ne l'ai pas fait pour vous parce que c'est trop long pour regarder, mais bon, il y a une certaine comment dire, ils ont participé de la même manière pratiquement à la construction des axes. Ici, pour le premier, nous avons 77,6%, et pour celui-là, c'est 15,2%. La somme des 2, c'est 92%. Donc, 92% de l'information globale de mon tableau de départ, elle est traduite ici. Ben, ici, on va retrouver un petit peu les voitures qui sont relativement fortes, BMW, BM325, les Lodi. Donc, celles qui sont liées à la cylindrée et à la vitesse. Et là, c'est le poids généralement. Ceux qui ont un poids relativement important, c'est vers là. La Nissan Volkswagen, la Nissan, la grande Nissan et la Volkswagen Caravelle. Donc, les vannes. Fiat Uno, Fiat Fiesta, les petites cylindrées par là. Et puis les vitesses, c'est 250, la Peugeot 205 Rallye. Et ici, puisque les voitures sont relativement lourdes, leur vitesse est relativement faible. Et là, on a des regroupements de voitures, les grosses cylindrées et les petites voitures. Ça peut aider, hein, si quelqu'un veut voir. Généralement, c'est ce que je dis aux étudiants avec cet exemple-là. S'il veut acheter une voiture, maintenant il y a tellement de voitures avec des marques, rien qu'en prenant les caractéristiques, ils prennent les caractéristiques au niveau de la cylindrée, etc., etc. Ils font la projection avec cet ensemble de voitures et ils regardent dans quel groupe de voitures ils vont tomber. Et automatiquement, si vous avez une voiture qui a des caractéristiques
proche de celle-là. Généralement, ces voitures-là sont moins chères, mais elles sont semblables à des voitures qui sont des grosses cylindrées. Et il vaut mieux acheter quelque chose de moins cher, mais qui a les mêmes caractéristiques. Ça permet d'avoir une certaine idée. C'est de les projeter en termes et en tant qu'individu supplémentaire. Et si jamais ils tombent vers un groupe, vous allez voir que ça représente un petit peu un groupe de ressemblance de cette voiture-là. Et qui peut être expliqué par le prix par rapport aux autres. Voilà, c'est la fin du cours de la statistique, de probabilité statistique de cette année. Je tenais à faire ce chapitre, le dernier chapitre, parce qu'il fait partie un petit peu du cahier de charge. Donc, personnellement, j'ai envie que vous ayez toutes les choses qui sont écrites sur ce cahier de charge. Tout ce que j'espère, c'est que vous aurez la possibilité de les voir et de les appliquer et d'essayer de comprendre ce qu'on dit. Je tiens beaucoup à dire qu'il faut que vous ayez toutes les notions, peu importe ce que vous aurez à l'examen, mais quelqu'un qui sait quelque chose a toujours une longueur d'avance sur quelqu'un qui ne sait pas des choses. Voilà, bonne lecture des différents documents que j'ai mis à votre disposition au niveau soit de Microsoft Teams, soit au niveau de la chaîne. Je serai heureux de lire vos remarques. Si quelqu'un a des remarques concernant ce que j'ai fait, s'il a remarqué une erreur quelque part, il peut me la signaler. Je le remercie d'avance et je remercie toutes les personnes qui ont un certain œil critique et qui peuvent créer des choses. Merci à vous, chers étudiants. Et je dirais pas bonnes vacances, hein, il n'y a pas de vacances, bon, c'est pas grave. Prenez soin de vous. تهلاو في روسكم وديروا في صحتكم وفي احبابكم وفي اللي عز عليكم ونتمنى نشوفكم في احسن حال والى اللقاء في فرصة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bon courage pour la suite. Merci.